Ravi de vous retrouver sur la chaîne géopolitique. On va évoquer évidemment la situation en Afghanistan qui provoque, il faut bien le dire, une onde de choc mondiale avec la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans. Alors le transfert du pouvoir a eu lieu hier. Le président Ghani, dans l'après-midi, a quitté l'Afghanistan pour se réfugier en Ouzbékistan, aux dernières informations qu'on a. Et donc, de facto, désormais, ce sont les talibans qui dirigent l'Afghanistan. Alors certes, il y a eu dans la matinée, on le disait sur cette chaîne, des négociations au palais présidentiel. Il s'agit plus d'un accord informel, j'allais dire tacite, qu'un accord écrit. Le président Ghani, en quelque sorte, a pris acte de l'incapacité de son appareil de sécurité, de ses 300 000 hommes, des 300 000 hommes de l'armée, des dizaines de milliers de personnes, des milices, et pour ne pas dire peut-être même des milliers de personnes de sa garde spéciale rapprochée. Et ben, tout ce beau monde n'a pas pu être capable d'arrêter les talibans, et donc, de ce fait, le président Ashraf Ghani a donc donné, j'allais dire, les clés, du palais présidentiel aux talibans, qui hier soir donc ont investi les lieux. On a pu voir la chaîne de télévision qatari Al Jazeera montrer des images exclusives montrant les nouveaux les talibans prendre donc le pouvoir, j'allais dire physiquement, en investissant le palais présidentiel. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être, si vous voulez, les prochaines étapes? Que va devenir, si vous voulez, ce pays? Va-t-on assister à une réaction internationale? Quelle va être cette réaction internationale? Alors, ce qu'il faut déjà dire, dès aujourd'hui, c'est que une nouvelle donne, depuis hier, 15 août 2021, une nouvelle donne géopolitique, et il y a une nouvelle donne géopolitique désormais, on peut le dire, au niveau régional, et peut-être même, sans doute, au niveau mondial, car, en fait, le retrait américain d'Afghanistan change la donne dans le sens où elle crée un vide, si vous voulez, en Afghanistan. Or, ce pays est un pays stratégique au niveau géopolitique. C'est un pays qui n'est pas capable si vous voulez, d'exercer seul sa souveraineté. Et donc, de ce fait, si vous voulez, d'autres exercent pour elle sa souveraineté. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en partant des États, en quittant, l'armée américaine a donc laissé un vide. L'appareil sécuritaire totalement dépendant en fait du soutien de l'armée de l'air des États-Unis n'a pas été capable de défendre son pays. Donc désormais, avec le départ des troupes américaines, qui va remplacer, si vous voulez, ce vide? Qui va combler ce vide? Alors dès hier, on a appris avec beaucoup de surprise que la Russie va maintenir son ambassadeur en Afghanistan. Puisque, comme sans doute vous l'avez entendu, quasiment toutes les ambassades tous les ambassadeurs quittent par tous les moyens, s'ils le peuvent, en fait, l'Afghanistan. Mais la Russie, elle a dit qu'elle maintiendrait son ambassadeur en Afghanistan. D'ailleurs, ce même ambassadeur de Russie en Afghanistan aurait rencontré des chefs talibans pour négocier avec eux. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais peut-être la Russie pourrait en fait dans les prochains jours reconnaître l'autorité, en fait, établir des relations, tout simplement maintenir ses relations diplomatiques avec l'Afghanistan, et donc reconnaître l'autorité de jure des talibans sur l'Afghanistan. Et donc là, évidemment, ça change totalement la donne. Cela veut dire que les talibans qui étaient, j'allais dire, qui n'avaient aucune reconnaissance internationale dans les années 90, cette fois-ci, en 2021, pourraient en fait recevoir une bénédiction, une reconnaissance internationale de certains États, comme la Russie, et peut-être aussi un État comme la République populaire de Chine. Alors je rappelle que la Chine a une frontière avec l'Afghanistan, donc elle est déjà dans une situation un petit peu moins accommodante que la Russie, qui n'a pas de frontière directe. Il y a une frontière de 76 km entre l'Afghanistan et la République populaire de Chine. Et la Chine, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, a très peur en fait des talibans, dans le sens où elle craint si vous voulez, une solidarité pan-islamique avec les militants ouïghours. Et donc, si vous voulez, la Chine, les autorités chinoises, de façon très pragmatique, pensent qu'il faut mieux être en bon terme avec les talibans, en quelque sorte un petit peu essayer de les dompter, que d'être ennemis, et si vous voulez que ceci pousse en fait les talibans
à aider les mouvements activistes dans la région du Xinjiang, donc où se trouve donc la minorité ouïghour. Donc en fait ça c'est le calcul de chinois. Donc peut-être même d'autres acteurs, mis à part que la Russie et la République populaire de Chine, pourraient reconnaître en fait les talibans. Peut-être évidemment, je n'ose pas dire le Pakistan, puisque le Pakistan est derrière cette sont soutenus financièrement par le Pakistan. C'est le Pakistan est derrière sans doute cette opération de conquête du pouvoir en Afghanistan. Donc le Pakistan, j'allais dire, ils sont ça n'aurait peut-être même pas beaucoup de sens en soi. Ça pourrait créer plus de problèmes qu'autre chose pour le Pakistan. Donc en fait, le Pakistan fait sans doute profil bas à l'heure qu'il est pour ne pas s'attirer, si vous voulez, les foudres de la communauté internationale. Beaucoup de diplomates appellent à des sanctions contre le Pakistan. Donc le Pakistan, à l'heure où on parle, cherche. D'ailleurs, il n'y a aucune réaction du Pakistan, que ce soit pour condamner la prise de pouvoir ou pour au contraire se réjouir. Les Pakistanais ne réagissent pas à l'heure où on parle. Le Premier ministre Imran Khan est des plus muets et va rester muet, car en fait, il n'y a aucun intérêt pour le Pakistan de reconnaître les talibans, puisqu'ils contrôlent en réalité l'Afghanistan par le biais des talibans en Afghanistan. Ensuite, il peut y avoir d'autres acteurs, comme je pense à un pays comme la République islamique d'Iran, qui a lui aussi une frontière comme la Chine et le Pakistan avec l'Afghanistan. Là, je crois que c'est du pain béni qui est en train d'arriver pour le nouveau président Raisi. Alors, je rappelle qu'il a été investi président de la République islamique d'Iran le 3 août dernier, donc ça fait moins de 2 semaines. Et je veux dire, une telle nouvelle, c'est quasiment pour lui un peu comme Poutine, mais d'une ampleur un peu plus élevée. C'est du pain béni, car en fait, c'est la défaite pour lui de son point de vue des impérialistes américains. Et cela fait qu'en fait, l'Iran est désormais, on peut dire, il n'est plus encerclé totalement par les Américains, puisque si vous regardez une carte, toutes les frontières, en fait, tous les pays environnants de l'Iran sont encerclés par les troupes américaines, que ce soit le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Azerbaïdjan d'une certaine manière, la Turquie, membre de l'OTAN, et l'Afghanistan. Or, avec le départ des troupes américaines d'Afghanistan, cela signifie que désormais un pays frontalier de l'Iran, si on accepte le cas azéri, mais l'Azerbaïdjan est un allié des États-Unis, et quand même cela veut dire que désormais il y a un pays qui n'est pas aligné sur les États-Unis à la frontière de l'Iran, et donc c'est un soulagement pour l'Iran. D'ailleurs, l'Iran essaye d'exercer de l'influence sur l'Afghanistan, notamment sur la partie occidentale de l'Afghanistan, sur la région d'Herat, du fait pour éviter évidemment aussi une vague migratoire en Iran. Ça, c'est un petit peu aussi le côté, c'est un petit peu les dangers qui règnent en ce moment en Iran et au Pakistan, c'est qu'on craint une vague migratoire. Mais donc le fait il sera très important pour l'Iran d'exercer si vous voulez, une influence sur les nouveaux dirigeants talibans pour éviter une vague migratoire et donc fermer sans doute la frontière, en tout cas provisoirement, entre l'Iran et l'Afghanistan pour éviter une vague migratoire. D'ailleurs, la frontière également entre le Pakistan et l'Afghanistan est fermée. Pour l'instant, la distribution logistique ne peut pas s'effectuer du fait que, pareillement, le Pakistan, comme l'Iran, craint une vague migratoire gigantesque et donc ferme sa frontière pour éviter que les Afghans viennent au Pakistan. Je rappelle qu'il y a 3 millions actuellement, depuis les années 80, il y a 3 millions d'Afghans qui sont réfugiés au Pakistan. Il y en avait même 4 à 5 millions encore il n'y a pas si longtemps. Plusieurs millions certains d'entre eux sont déjà retournés en Afghanistan et donc elle ne veut pas revivre, si vous voulez, la même expérience que dans les années 90, le Pakistan. Donc voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est. Donc on voit c'est une redéfinition des relations internationales de ce qui est en train de se passer en Afghanistan. On voit que certains pays vont en profiter pour évidemment pour faire avancer leur agenda. Je pense donc à un pays comme la Russie, comme la Chine, l'Iran, qui ont des relations catastrophiques avec les États-Unis et que donc une telle débandade américaine évidemment tourne en leur avantage, en leur faveur, et donc il faudra voir quel rôle vont-ils jouer ces trois acteurs, l'Iran, la Russie et la Chine, en Afghanistan. J'aurais pu aussi mentionner un autre acteur qui est la Turquie, qui elle a un jeu un petit peu différent des trois que je viens de mentionner, du fait que la Turquie est quand même un membre de l'OTAN,
à des relations, on va dire, à des relations, on va dire cordiales avec les États-Unis, même si on peut pas parler de bonnes relations. La Turquie veut aussi en fait la Turquie veut plus jouer un rôle de médiateur en fait entre les États-Unis et les talibans. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, le président Erdogan souhaite rencontrer le chef taliban Baradar, qui était là le chef négociateur à Doha. Et donc, il souhaite le rencontrer pour justement que la Turquie aussi exerce une influence sur le devenir de l'Afghanistan et pour jouer donc ce rôle d'intermédiaire. Et en fait, on voit bien que la Turquie malheureusement n'arrive pas totalement en fait à jouer son rôle, puisque je rappelle qu'elle devait sécuriser l'aéroport de Kaboul, que Monsieur Biden n'avait pas pris au sérieux cette menace que les talibans pouvaient arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, on voit que la revendication de la Turquie de contrôler l'aéroport était en fait judicieuse, car à l'heure où on parle, évidemment, on parle de centaines de milliers de gens qui sont sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. Et donc là, il faudra voir quel pays va pouvoir sécuriser cet aéroport. Est-ce que la demande turque auprès des Américains de sécuriser cet aéroport va enfin aboutir après des mois de demandes, de requêtes de la part des Turcs? Est-ce que M. Biden va finalement accéder à cette demande? Il faudra voir. Le président Biden va s'exprimer pas dans le courant de l'après-midi, et peut-être il pourrait en fait donc accéder à cette demande de la Turquie de sécuriser l'aéroport. À l'heure où on parle, l'aéroport de Kaboul est totalement fermé du fait que la situation sécuritaire est ingérable. D'ailleurs, 5 personnes ont perdu la vie ce matin à l'aéroport de Kaboul, et donc il faudra désormais voir comment donc ce que pourrait annoncer le président Biden. On peut craindre que des têtes risquent de tomber aux États-Unis, du côté du ministère américain de la Défense et du ministère également des Affaires étrangères, du fait de la gestion absolument chaotique et catastrophique du retrait américain d'Afghanistan.